Bonjour, mon nom est Pierre Castonguay. Je suis conseiller en droit en matière de défense des droits en santé mentale. Donc, j'accompagne des gens qui ont des problématiques de santé mentale dans la défense de leurs droits. Nous sommes au seuil de la semaine de prévention du suicide. Comme dans l'ensemble des sujets que j'ai touchés à date avec vous au niveau de la défense des droits en santé mentale, je n'ai pas abordé spécifiquement ce sujet-là. Je vais vous en parler un peu pour justement qu'on puisse se donner des outils ensemble, tant au niveau de mes confrères et consoeurs de travail en défense des droits en santé mentale, qu'au niveau de la population en général ou des usagers des associations de défense de droits en santé mentale. Premièrement, c'est toujours un sujet d'extrême urgence que de parler de suicide, puisqu'on parle de gens qui mettent fin à leur jour. En général, la psychologie du suicide nous démontre que si on est capable d'encadrer les gens, les accompagner, les enlever de leur isolement psychologique, on peut leur permettre de passer à travers une période d'intenses pensées suicidaires tout en restant en vie. La plupart des gens qui souffrent d'une tendance suicidaire souffrent d'abord d'une problématique, soit d'une dépression, soit d'un syndrome aigu d'adaptation, soit d'un traumatisme en particulier. Et c'est à cause de leur souffrance qu'elles veulent mettre fin à leur jour. Lorsqu'on est capable de soulager la souffrance des individus, on s'aperçoit que les gens, en général, ne veulent pas mourir. Ils veulent cesser de souffrir et ils ne trouvent pas d'issue à leur situation de souffrance. Donc, sortir les gens de l'isolement, les accompagner, leur permettre de référer à des ressources d'appoint en santé mentale, psychologues, médecins, psychiatres, associations spécialisées, groupes d'entraide, et les gens s'en sortent assez bien. Je dois vous rappeler que à chaque jour au Québec, il y a 3 personnes qui mettent fin à leur jour, et ça, c'est dramatique. Parce que ce sont 3 morts qui sont évitables. On peut éviter le suicide si on encadre bien les gens et si on les aide. Vous savez, il n'y a rien dans la société qui remplace la compassion, la compréhension, l'attention qu'on porte aux autres. Et lorsque les gens commencent à parler de leurs problèmes existentiels, et bien souvent, si ces gens-là sont des gens qui sont déjà porteurs d'une problématique de santé mentale, les gens fuient. Les gens les fuient, les gens les laissent s'isoler. Et c'est lorsqu'on laisse les personnes qui ont une problématique de santé mentale s'isoler que cela devient problématique. Et 76 personnes tentent de le faire à chaque jour en manquant leur coup. Heureusement qu'elles manquent leur coup parce que, évidemment, recourir à un suicide pour mettre fin à une souffrance, c'est utiliser un moyen sans retour, radical, à une problématique qui est souvent, la plupart du temps, réversible. On peut améliorer la qualité de vie des gens et il s'agit de mettre les énergies, de les déployer pour les aider. Ça peut être un gouffre financier, ça peut être des problèmes relationnels, problèmes familiaux, etc. Ça peut être une peine d'amour, une perte d'emploi. Il y a beaucoup de facteurs qui font que des gens deviennent très souffrants et peuvent songer à la mort. Au Québec, il y a 8 hommes qui se suicident pour 2 femmes. C'est-à-dire que les suicidaires sont représentés par environ 79 à 80% des hommes et 20% des femmes. Les hommes recourent à des moyens plus radicaux, c'est-à-dire des moyens qui ont des effets graves, immédiats et irréversibles, qui font que leurs suicides sont moins souvent manqués. Par exemple, les hommes vont utiliser des armes à feu ou se pendre. Alors, à ce moment-là, ce sont des effets graves et immédiats et les possibilités de réversibilité de la chose sont beaucoup moins grandes. Les femmes vont utiliser des moyens qui sont un peu plus lents à effet, l'ingurgitation d'une grande quantité de médicaments, et ça leur donne souvent la chance d'appeler à l'aide. Et quand elles appellent à l'aide, on peut les envoyer à l'hôpital et à l'urgence à l'aide d'un bon lavement d'estomac, une bonne évacuation rapide intestinale. La plupart du temps, on réussit à récupérer les gens avec moins d'effets secondaires possibles. Première des choses, je dois vous dire que il y a au Québec
une entente pour dire qu'il y a 3 critères importants d'urgence en matière de suicide. C'est lorsque les gens vous expliquent comment ils vont le faire, où ils vont le faire et quand ils vont le faire, que tout est concret dans leur tête. Vous savez, si vous rencontrez des gens qui souffrent d'une problématique de santé mentale et qui disent qu'elles seraient mieux mortes, ce sont des idées suicidaires, mais ce ne sont pas encore des idées qui équivalent à une intention de se suicider dans les plus brefs délais. Mais lorsque vous rencontrez quelqu'un, et ça je le dis à la population en général, je le dis aussi à mes confrères intervenants en défense de droit, lorsque vous rencontrez quelqu'un qui est capable de vous dire, dans les 24 heures qui vont suivre, donc comptez à peu près 24 heures, là, que dans quelques heures ou quelques minutes, donc si quelqu'un dans les 24 heures est capable de vous dire que il sait avec quoi il va se suicider, où il va se suicider, comment, là, c'est sûr qu'à ce moment-là, c'est une situation d'urgence principale. Et là, je n'ai pas beaucoup de temps pour tergiverser à ce moment-là. Vous savez, normalement, les conseillers en droit en santé mentale, on hésite d'envoyer les gens à l'urgence et d'appeler 911 parce que on ne veut pas créer chez les gens des dispositions qui vont faire qu'il y aura ouverture d'un dossier avec légalisation des choses. Mais lorsque quelqu'un vous dit que dans les 24 heures, elle passe à l'action et elle sait très bien précisément avec quoi elle va le faire et où elle va le faire, vous n'avez malheureusement pas beaucoup d'alternatives autres que d'appeler 911. Et à ce moment-là, de voir à ce que la personne soit hospitalisée parce qu'elle est un danger immédiat pour elle-même. Et ça, c'est grave et ça a des conséquences. N'oubliez jamais que quand quelqu'un se suicide, en termes de santé mentale, il n'y a pas seulement des conséquences, évidemment, pour la personne qui vient de perdre la vie, mais il y a des conséquences pour la famille, les amis. N'oubliez jamais qu'un suicidaire, c'est le frère ou la sœur de quelqu'un, le père ou la mère de quelqu'un, le beau-frère ou la belle-sœur de quelqu'un, l'ami de quelqu'un, c'est l'enfant de quelqu'un, c'est le collègue de travail de quelqu'un, c'est le voisin de palier ou le voisin de rue de quelqu'un, c'est le client de quelqu'un. Et toutes ces personnes peuvent être touchées de façon variable et différente par le suicide. Donc, le suicidaire, en s'enlevant la vie, il ne vient pas seulement que de terminer ses jours de façon violente, grave et immédiate, mais il vient d'avoir un effet sur un tas de gens autour qui vont être très malheureuses et qui vont vivre des conséquences parfois toute leur vie. Moi, je vous confie que ma cousine préférée, Nicole, est décédée quand elle avait 19 ans. J'étais plus jeune qu'elle, quelques années plus jeune qu'elle. Et encore aujourd'hui, à 56 ans, j'ai de la peine. Encore aujourd'hui, quand je passe dans la station de métro où elle s'est jetée, je porte ce deuil-là. C'est rendu cette station de métro-là avec le temps, une espèce de temple, veilleuse funéraire de ma cousine. Et il est clair et certain que le suicide de Nicole a entraîné chez moi beaucoup de sentiments de culpabilité parce qu'elle m'avait exprimé les problèmes qu'elle vivait. Je l'avais même vu, moi, dans un contexte de centre hospitalier où je travaillais. Et je me suis toujours dit, si j'avais fait ceci, si j'avais fait cela, avoir ceci, avoir tout ça. À 56 ans, et il y a longtemps, j'avais 16-17 ans quand ça s'est arrivé, je pleure encore, ma cousine Nicole. J'ai encore de la peine intérieurement et ça fait encore très mal d'avoir perdu ma belle Nicole dans ma vie, qui était une de mes cousines préférées. Donc, c'est important de voir que, et moi, je ne suis pas le frère ou la sœur de Nicole. Je ne suis pas la mère ou le père de Nicole. Je ne suis pas les amis de cœur, ce qu'on appelait là, à l'époque les grands chums d'école, de vie et tout ça. Je ne suis que le cousin. Alors, vous pouvez imaginer comment c'est dévastateur dans la vie des enfants. Je vous rappelle que durant l'année, j'ai été en contact avec des gens qui ont vécu toutes sortes de problématiques autour du suicide. Le cas le plus grave étant quelqu'un qui avait tenté de se suicider, qui a manqué son suicide, mais qui a tué ses enfants. Ça va d'un cas aussi grave que
des cas où il y a eu une tentative légère et finalement tout a été désamorcé et la personne va mieux. Alors, une tentative de suicide, un suicide, ça laisse toujours des marques indélébiles. Dans le cas des grandes tentatives de suicide, il y a des conséquences sociétales énormes. Alors, c'est une souffrance énorme sur le plan sociétal, familial, sur le plan de plein d'aspects. Alors, je vous rappelle que lorsque je vais vous voir en établissement, si vous êtes en garde en établissement, et que vous avez fait une tentative de suicide, évidemment, j'écoute ce que vous avez à me dire. Et évidemment, j'ai toujours, soit en bureau, soit en consultation chez vous, parce que des fois, je me rends dans une maison privée pour des consultations, soit en CLSC ou ailleurs, j'ai toujours suggéré fortement aux personnes qui ont des tendances suicidaires. Et pour les gens qui commencent à avoir des tendances suicidaires ou qui y pensent, ou qui sont malheureux et fortement malheureux, et pour lesquels ça pourrait déraper vers des tendances suicidaires, je fais toujours la même intervention et j'invite mes confrères à le faire aussi, c'est-à-dire, je m'assure que la personne rentre en contact avec une ressource. La plupart du temps, si la personne vient me consulter dans mon bureau, je m'assure que la personne fasse l'appel vers une ressource de psychologie ou un groupe de ressourcement qui est actif dans ce domaine-là, qui est compétent dans ce domaine-là. La plupart du temps, je vous recommande à mes confrères, mes consoeurs et aux gens de la population générale de faire affaire avec un psychologue qui est vraiment efficace pour traiter cette souffrance morale immense. C'est évident que lorsque vous m'appelez et que je vais vous voir en milieu hospitalier, après avoir fait une tentative de suicide, eh bien, il y a des fois où vous allez mieux et vous voulez, à ce moment-là, sortir du centre hospitalier. Je vais vous faire un petit rappel, à ce moment-là, que, écoutez, il y a une définition de la garde en établissement, là. Hein, c'est ce qu'on appelle une hospitalisation forcée ou involontaire, la plupart du temps. Hein. Si vous êtes suicidaire et vous savez quand vous allez le faire, où vous allez le faire, comment, et c'est dans les 24 heures, il y a certainement quelqu'un qui a appelé à ce moment-là 911. Si ce n'est vous, souvent aussi, je vais à l'hôpital, puis c'est la personne qui a appelé elle-même, mais là, après ça, elle est plus contente d'avoir appelé. Donc, c'est un moyen autorisé, la garde en établissement, pour vous sauver la vie si vous êtes un danger pour vous-même, un danger immédiat pour vous-même. C'est un moyen autorisé en vertu d'une loi d'exception, et ça vous prive de votre liberté en ordonnant votre hébergement dans un hôpital en vue d'une évaluation psychiatrique ou suite à une évaluation psychiatrique. Je dois vous rappeler cependant, parce qu'il y a des centres hospitaliers qui négligent de le faire, et ça, je trouve qu'il n'y a pas de raison pour lesquelles vous devriez négliger de le faire. Je dois vous rappeler que la décision pour une garde en établissement, ça revient à un juge qui se prononce sur l'état mental de la personne, puis on détermine si elle est un danger pour elle-même ou pour les autres. Alors, ça prend l'intervention d'un juge. Je vous donne des exemples de raisons qui font que des personnes se retrouvent hospitalisées en outre du suicide. Il y a les paroles, les gestes, les comportements qui sont menaçants pour d'autres personnes ou pour soi-même. Je vous jure que si vous criez à tue-tête au téléphone à quelqu'un que vous avez l'intention de vous enlever la vie, vous risquez fort bien d'aboutir en centre hospitalier, à l'urgence. Alors, si vous n'avez pas l'intention de vous suicider, ne manipulez pas les autres en criant des choses comme ça, parce que vous risquez de vous retrouver à l'encontre de votre volonté en hospitalisation. C'est évident aussi que si votre danger pour vous-même, c'est un danger un peu plus nimbé, mais si vous ne mangez plus, par exemple, depuis quelques jours, vous mettez votre vie en danger, c'est une espèce de suicide différé. À ce moment-là, c'est sûr que vous risquez d'être hospitalisé. Mais il y a des gens qui se font hospitaliser en santé mentale parce qu'ils font beaucoup de bruit durant la nuit, ou vous vous mettez à briser toutes sortes d'objets chez vous, casser tous les miroirs de la maison, le vaisselier, et vous risquez de vous retrouver à l'hôpital parce que les gens pensent que vous êtes un danger pour vous-même. Si vous sautez sur le plancher chez vous, dans une maison-appartement, pour réveiller les voisins à 3 heures du matin, et que vous n'arrêtez pas, puis les gens cognent sur les murs, ben, écoutez, ça se peut fort bien que les gens appellent à ce moment-là 911. Si vous criez, vous hurlez au téléphone à tout le monde que vous voulez vous suicider, si vous écrivez sur Facebook, sur Twitter, dans un média social, dans la rue, que vous voulez vous suicider, il est fort probable que les gens vont réagir, non pas par haine, non pas pour se débarrasser de vous, mais parce que vous
apparaissez à leurs yeux comme un danger pour vous-même et pour les autres. Alors, l'intervention policière est souvent courante à ce moment-là. Si une personne inquiète contacte les policiers, ceux-ci peuvent intervenir, puis ils vont aller sonner à ce moment-là chez la personne dite en état de crise. Et s'ils croient qu'il y a un danger grave et immédiat pour la personne, les policiers sont à même de demander l'autorisation d'urgence d'un juge. Ils ont ce pouvoir. Alors, mais ils ont l'obligation de vous informer du lieu où ils emmènent et ils ont aussi l'obligation de vous dire que vous avez le droit de contacter immédiatement vos proches et votre avocat. Parce qu'on ne parle pas d'un dossier criminel, on parle d'une personne qui est estimée comme étant un danger pour elle. Si vous n'avez pas de tendance suicidaire, mais que vous êtes vu comme quelqu'un qui a des tendances suicidaires, je vous recommande en tant que conseiller en droit de rester calme. Si vous expliquez calmement, si vous faites valoir qu'il n'y a pas de danger pour vous ou pour les autres, si vous demandez le nom des policiers, vous prenez leur numéro de matricule en note, vous avez le droit. Vous pouvez leur demander aussi s'ils ont une ordonnance de la cour pour vous amener. Vous pouvez prendre le temps de contacter un ami, un avocat, leur demander de contacter un service d'aide en situation de crise. À ce moment-là, ça peut vous éviter une hospitalisation. Moi, mon but au seuil de la semaine du suicide, ce n'est pas de vous inciter à faire semblant pour ne pas être embarqué à l'hôpital si vous êtes un danger pour vous-même. Parce que là, à ce moment-là, je travaille contre vos intérêts, même si je suis un conseiller en droit en santé mentale. Parce que si vous êtes suicidaire, moi, le conseil que je vous donne, appelez vous-même 911 ou rendez-vous immédiatement à l'urgence pour voir un psychiatre. Parce que, à ce moment-là, vous allez sauver votre vie. Donc, si vous n'êtes pas capable de le faire, c'est évident que d'autres citoyennes, des membres de votre famille, de vos connaissances, de vos amis, de vos voisins ou autres, qui vont intervenir et qui vont le faire à ce moment-là, au meilleur de leurs connaissances. Et vous ne pouvez pas, en tant que personne qui a une problématique de santé mentale, leur en vouloir pour ça, parce qu'ils l'ont fait exclusivement dans l'idée de sauver votre vie. Donc, c'est important, ça. Alors, on peut faire venir un intervenant aussi, dans le cas d'une personne qui va mal. Il y a des gens qui sont suivis par des organismes d'aide en santé mentale. Et quand on leur demande le nom de l'intervenant qui les suit, en appelant l'intervenant, la personne peut aider la personne, elle peut évaluer aussi la situation, l'événement, et atténuer les choses s'il n'y a pas vraiment de danger de suicide. Elle peut aussi, parce qu'elle connaît bien la personne, estimer s'il y a un danger grave et immédiat pour la personne. Puis souvent, vos intervenants qui vous connaissent bien, que ce soit une travailleuse sociale, que ce soit une infirmière, que ce soit un animateur d'un groupe d'aide en santé mentale, ces gens-là sont de bonnes ressources pour trouver des solutions. Un médecin peut, sans examen psychiatrique aussi, garder une personne pour un maximum de 72 heures. C'est une garde qu'on appelle une garde préventive. Après ce délai-là, l'hôpital doit obtenir l'autorisation d'un juge. Donc, vous pouvez être mis en garde préventive pour 72 heures sans qu'il y ait un juge qui se soit prononcé parce que le médecin ou les autorités médicales estiment que vous êtes un danger pour vous-même. Mais, et là, je m'adresse aux gens des hôpitaux parce que je trouve qu'à Laval, moi, je suis allé à plusieurs reprises à la Cité de la Santé voir des gens qui n'ont pas été signifiés. C'est-à-dire que ils n'ont pas reçu un document par huissier ou ça s'est fait par personne interposée. C'est important que la personne soit signifiée. Donc, recevoir un document au moins 24 heures avant l'audition devant un juge. Okay. Moi, j'arrive des fois à l'hôpital, la personne, ça s'est passé très, très vite, est passé devant le juge, on l'a pas préparé, et puis finalement, elle se retrouve avec une garde en établissement, mais j'ai mis des doutes là-dessus. En tout cas, il y a des glissements sur le fait d'être signifié. Je vous rappelle qu'on est dans la semaine de prévention du suicide, puis on commencera pas à se battre, par exemple, sur le concept de signification quand il s'agit de sauver la vie de quelqu'un. Personne est pour se trancher les veines. C'est pas moi, en tant que conseiller en droit, qui va commencer à blâmer un médecin ou un voisin ou un membre de la famille d'avoir appelé l'ambulance et d'avoir permis à cette personne-là de se faire sauver la vie. C'est un tout autre domaine que de recevoir une signification parce que là, il va y avoir un jugement en cours et qu'on peut vous garder en établissement pour une période prolongée. Là, c'est autre chose.
Après réception de la signification, vous pouvez appeler tout de suite un avocat, évidemment. Vous pouvez être présent à la cour pour faire entendre votre point de vue. Si vous êtes complètement déstructuré dans votre vie, si vous êtes mêlé dans votre tête, c'est pas avantageux d'aller à la cour pour parler parce qu'à ce moment-là, le juge va se rendre compte que vous avez besoin de soins. Donc, vous savez, vous pouvez demander à des amis de témoigner comme quoi vous n'êtes pas dangereux ou simplement vous pouvez demander à votre conseiller en droit, comme moi et mes autres confrères, de vous accompagner. On peut aussi appeler des groupes de promotion de la santé mentale, mais vous avez intérêt en tout cas à nous rejoindre, les groupes de défense des droits en santé mentale de votre région, parce qu'on est là. Moi, je travaille pour le groupe de défense des droits en santé mentale de la région de Laval. Il y en a un à Montréal et il y en a dans les principales régions du Québec. La garde provisoire. Après la période de garde de 72 heures, le médecin peut s'adresser à la cour pour ordonner une évaluation psychiatrique. À ce moment-là, les délais de préparation de la requête pour demander l'évaluation psychiatrique, les délais de signification peuvent s'étendre à 48 heures. Une fois que le tribunal leur donne l'évaluation psychiatrique, dont copie doit lui être remise dans les 16 jours suivant l'ordonnance, ne peut y avoir de garde provisoire que lorsque 2 médecins auront conclu que la personne est un danger pour elle, grave et immédiat. Donc, le tribunal, pour un délai d'au plus 48 heures additionnelles aux 72 heures, peut agir à ce moment-là. Les conseils que je vous donne concernant la garde provisoire, c'est de noter les dates, les heures, les examens que vous avez eus, noter les événements importants, éviter de prononcer des paroles qui vont vous faire garder dans un centre hospitalier si vous n'êtes pas un danger pour vous-même. C'est évident que des fois, des gens qui ont besoin d'attention, qui ont besoin d'être encadrés, qui se sentent délaissés, qui sont seuls et qui vont réclamer cette attention, cette affection, ces soins en utilisant des termes qui sont des termes suicidaires, parce qu'ils sont à ce moment-là bénéficiaires de l'attention des autres, des soins des autres. C'est une très mauvaise manière d'aller chercher l'attention, l'affection et les soins dont vous avez besoin si vous n'êtes pas vraiment suicidaire. Parce que là, ça enclenche tout un processus légal, et c'est moi qui vous le dis en tant que conseiller en droit, vous pouvez vous enliser dans un processus légal. Si vous avez besoin vraiment d'attention et d'affection, allez voir vos groupes d'intervention en santé mentale. Venez voir vos conseillers. On connaît des groupes. On peut vous mettre en contact avec des groupes, des gens qui vont vous apporter cette attention, cette compassion, ces soins. Et évidemment, les psychologues. Les psychologues sont là pour ça aussi. Alors, la garde peut être autorisée par la Cour basée sur la dangerosité pour vous-même à ce moment-là. Alors, on est obligé quand même de vous dire le lieu où vous allez être gardé, le motif de votre garde et votre droit de communiquer avec vos proches et votre avocat. J'ai le droit de communiquer en tant qu'usager en santé mentale avec mes proches et mon avocat, mais il est important de rappeler au personnel de l'hôpital que j'ai droit à un avocat pour me représenter à la Cour. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que les gens, le personnel des hôpitaux, vont à la va-vite, amènent la personne, et parfois la personne n'est pas lavée, changée, même pas préparée. Et évidemment, c'est sûr qu'on a l'air fou à ce moment-là, quand on passe devant le juge, et le juge est confronté à, d'une part, des rapports médicaux faits par des psychiatres, et d'autre part, une personne tout échevelée, qui a l'air complètement déstructuré. C'est sûr que ça joue contre la personne qui a une problématique de santé mentale ou qui n'avait pas vraiment une tendance suicidaire profonde, mais qui avait utilisé ça pour un peu attirer l'attention autour d'elle parce qu'elle était en détresse. Alors, donc, il peut y avoir des restrictions légales, médicales de communiquer, mais quand même, ces restrictions-là ne peuvent pas vous empêcher de communiquer avec votre représentant légal, la personne habilitée à consentir à vos soins, votre avocat, le curateur public, le tribunal administratif du Québec. Alors, on ne peut pas vous empêcher de parler à l'univers en entier, là. Même si il est bon dans un certain plan de soins, des fois, de restreindre la communication, parce qu'il y a des gens qui sont suicidaires parce que elles sont mal influencées par d'autres personnes qui font du harcèlement moral sur elles. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, pour vous protéger, les gens dans le plan de soins peuvent décider de dire, bon ben, appelez pas votre belle-sœur ou appelez pas votre conjoint, et vous l'interdire parce que sont les personnes qui, précisément, vous portent au suicide ou vous créez des souffrances telles que vous avez une tendance suicidaire. Alors,
c'est évident que lorsque vous allez être appelé en cours, si vous n'êtes pas en cours, lorsque on passe pour statuer sur ce qui va arriver avec vous, ben, les opinions sur lesquelles le juge va se baser vont être celles des psychiatres qui vont être présents à ce moment-là. Donc, vous avez le droit d'être entendu par un juge. La garde autorisée par la Cour est basée sur la dangerosité, qui a été évaluée par les médecins finalement. Et tout cela, par la suite, est à la discrétion du tribunal. Je dois dire au juge et à l'avocat de l'hôpital que je désire être représenté. Puis ça, c'est important. Si j'ai pas pu rejoindre un avocat, je peux demander une remise avant d'aller en cours. Donc, beaucoup de mes usagers se sont trouvés en cours seuls parce qu'on leur a pas permis de communiquer avec des gens, on leur a pas laissé l'opportunité de le faire ou donné le droit de le faire. Alors moi, quand je vais vous voir à l'hôpital et que vous êtes en garde en établissement, je vous explique vos droits, je vous remets une monographie. Je suis pas le seul, les représentants en défense des droits en santé mentale font ça. On vous remet une monographie, on vous explique et on répond à vos questions et on vous permet de faciliter l'exercice de vos droits. Je vous rappelle que la preuve qui va être présentée pour une personne qui est en garde en établissement suite à des tendances suicidaires, c'est 2 rapports psychiatriques qui ont été faits. De votre côté, si vous avez des témoignages, voisins, conjoints, amis, parents, témoins de tout acabit, même membres d'associations, intervenants sociaux, qui peuvent dire le contraire quand c'est vrai que c'est pas une tendance suicidaire, ben vous êtes invités à appeler ces témoins-là et à les inviter à vous aider. Alors, l'important, c'est de toujours expliquer les faits. Votre préparation avant d'aller en cours est très importante, donc de voir un conseiller en droit, c'est fort important. Et à la cour, au tribunal administratif du Québec, vous allez être questionné sur votre état mental, les motifs de votre dangerosité pour vous-même. Alors, vous pouvez aller en appel de cette cour-là. Les recours sont auprès du tribunal administratif du Québec. Et là, je suis très, très articulé sur la défense de vos droits parce que c'est ce que je suis, un conseiller en droit. Mais je dois vous rappeler, à l'issue de cette semaine de la prévention du suicide, que au-delà de tous ces droits-là, pour moi, c'est foutaise. Si vous avez vraiment des tendances suicidaires, faites-vous soigner. Si vous avez l'intention de le faire dans les plus brefs délais, vous savez avec quoi, comment, pourquoi, où vous allez le faire. Écoutez, c'est très sérieux. Vous en êtes rendu à passer à l'acte. Et vous allez prendre une mesure dans votre vie pour arrêter de souffrir qui va être irrémédiable. Une fois qu'on est mort, on ne peut plus revenir, là. Et vous allez quelquefois saccager des vies. Donc, avant de vous suicider, surtout si vous avez des enfants, si vous avez des proches, si vous avez des gens qui vous aiment, n'oubliez pas que quand vous tuez, bon, admettons que je me suicide. Je tue le père de mes 2 enfants, le frère de mes frères et sœurs, le fils de mes parents qui sont encore vivants. Je tue le confrère, le conseiller en droit de mes confrères de travail. Je tue le conseiller de tous mes clients qui sont des gens en santé mentale. Imaginez l'effet dévastateur que ça aurait si je m'enlevais la vie parce que je souffre trop. Moi, je suis quelqu'un qui a une problématique de santé mentale puisque je travaille dans une association qui donne des conseils et qui accompagne les gens pour une problématique de santé mentale. Donc, je suis quelqu'un qui est très souffrant. Beaucoup de souffrance. Je vis beaucoup de souffrance au niveau moral. Mais je veux voir un psychologue et je m'organise pour que le niveau de souffrance soit toujours ramené à un niveau respectable, ce qui me permet de gagner ma vie, travailler, d'être conseillé, être crédible auprès de mes confrères, mes consoeurs, des médecins, des psychiatres, tout en étant une personne qui a une problématique de santé mentale, qui souffre énormément à l'intérieur. Alors, l'idée, et là je m'adresse aux gens qui ont une problématique de santé mentale, c'est de toujours voir, de toujours veiller. Vous le savez que vous êtes des personnes qui sont souffrantes. Alors, à ce moment-là, si vous êtes une personne souffrante, vous connaissez votre niveau de souffrance. Vous savez que cette souffrance-là peut varier en fonction des saisons, en fonction de vos cycles de vie, en fonction d'un cycle menstruel, en fonction d'une problématique, par exemple, de bipolarité. Je vous demande de prendre vos médicaments à ce moment-là, si c'est des médicaments qui vous maintiennent en bon état de santé. Je vous demande d'aller à vos traitements, d'aller voir votre psychiatre ou votre psychologue si c'est ça qui vous permet d'abaisser votre niveau.
Moi, le jour où je vais décider de ne plus aller voir mon psychologue, ça va aller mal dans ma vie. Parce que j'ai besoin d'un soutien en tant que citoyen. Si je veux fonctionner dans la société actuelle, être à la fois à mon petit niveau à moi, un phare, une lumière pour d'autres personnes qui ont une problématique de santé mentale, ou même des citoyens ordinaires. Si je veux continuer à donner des conférences en art, en musique, ce qui est dans mes loisirs quelque chose que j'aime beaucoup faire, eh bien, je dois me maintenir en bon état de santé mentale, même si j'ai un diagnostic permanent d'une problématique de santé mentale. Donc, c'est votre responsabilité, les gens qui ont une problématique de santé mentale, de quand même essayer de vous maintenir en bon état. Il y a des gens qui viennent à mon bureau, qui ont des tendances suicidaires accentuées. Là, on est obligé de vous prendre en charge, mais je découvre que, bon, vous étiez sous médication, puis ça fonctionnait, ça allait bien. Et vous avez décidé, ah ben ça va mieux, je ne prends plus mes médicaments. Et c'est là que, à ce moment-là, ça se complique. Nous, les associations en prévention et en accompagnement en santé mentale, on n'est pas très forts sur les médicaments. On n'est pas des gens qui promulguent la pilule, on pense qu'il y a des moyens alternatifs qui peuvent vous aider à vous maintenir en bonne santé mentale. Mais de là à vous rendre en danger pour votre vie, et en danger souvent grave et immédiat, moi, toutes les personnes qui ont besoin d'une médication et pour laquelle la médication fonctionne, vous n'avez pas de raison d'arrêter de prendre des médicaments. Moi, j'ai des amis, des voisins, des parents dans ma famille qui ont le cancer, qui prennent une chimiothérapie, d'autres qui ont des maladies de foie, qui prennent des médicaments hépatiques à vie, d'autres qui sont diabétiques. Moi, je suis diabétique, je prends des médicaments pour le diabète à vie. Alors, c'est quoi? C'est pas plus grave que de prendre un antidépresseur que de prendre un autre médicament. Souvent, les gens disent, ah oui, mais je me sens esclave d'un médicament. Écoutez, moi, si je ne prends plus de médicaments pour mon diabète, je vais tomber, à ce moment-là, en coma diabétique. Est-ce que vous me dites que je suis esclave de mes médicaments pour le diabète? Pas sûr de ça. Moi, je pense que c'est des médicaments qui me sauvent la vie, finalement, puis je suis plutôt privilégié d'avoir cette possibilité d'en prendre. Moi, au niveau de la santé mentale, je n'ai pas besoin de prendre aucun médicament. Ça fait des années que, depuis ma première dépression, que j'ai plus pris de médicaments. J'ai passé même une dépression sans médicaments. J'avais un psychiatre qui est extraordinaire, qui m'a dit, c'est fini les pilules, puis qu'il y avait d'autres méthodes pour me sortir d'une dépression et me remettre sur le marché du travail. Alors, c'est évident que c'est pas moi qui va vous promulguer et prendre vos pilules. Mais si vous avez un besoin d'être médiqué tous les jours et que ça vous rend la vie facile, je pense aux gens qui sont bipolaires, prenez une médication, les effets secondaires sont minimums, et ils sont toujours maintenus en bon état. S'il vous plaît, aidez-vous et aidez-nous dans la société à vous maintenir en bon état. Donc, arrêtez de avoir des comportements qui peuvent avoir des effets immédiats ou à long terme pour vous. Alors, si vous êtes un schizophrène qui avait besoin d'une médication pour votre schizophrénie, n'arrêtez pas de la prendre. Si vous êtes une personne qui est fragile au niveau de la santé mentale, essayez de ne pas vous adonner aux drogues et à l'alcool. Vous risquez de débalancer vos médications ou débalancer votre système nerveux et ça vous amène à des excès. Combien de fois je viens vous voir, vous visiter, les gens qui ont une problématique de santé mentale, très jeunes, à l'urgence, dans la vingtaine, début vingtaine, et là vous me dites, écoutez, Monsieur Castonguay, dans les 30 derniers jours, j'ai abusé simplement du cannabis, mais j'en prenais tellement, je me suis intoxiqué au cannabis. Et là, c'est votre responsabilité en tant que citoyen aussi d'essayer de vous aider là-dedans. Là. Si vous voyez que vous tombez et que vous commencez à glisser en pente douce, à en prendre une drogue, ça peut être une drogue aussi anodine que du cannabis, mais si vous en prenez en quantité industrielle, vous allez débalancer votre système nerveux, et à ce moment-là, on va vous retrouver à l'urgence parce que vous avez eu des tendances suicidaires ou vous avez été complètement perturbé par ça. Donc, souvent, je vous rencontre malheureux, malheureuses, à l'urgence, tout jeune d'ailleurs, pour avoir abusé des drogues, de l'alcool et autres, fait des mélanges et tout ça, et ça vous a amené des situations très, très ambiguës dans lesquelles vous avez réagi malheureusement inadéquatement. C'est sûr que moi, je vais vous aider à vous défendre en tant que conseiller en droit, puis si vous avez besoin d'un avocat, je vais vous trouver un avocat, puis je vais vous donner des bons conseils pour sortir de l'unité psychiatrique, non pas en donnant de faux réponses et des alibis, mais vraiment en mettant de l'ordre dans votre vie. Et je vais vous
éviter fortement à collaborer avec le travailleur ou la travailleuse sociale, avec votre médecin, avec votre infirmière, votre psychiatre et tout ça, pour sortir le plus vite possible du centre hospitalier sur vos jambes et en bon état de santé mentale et physique. Donc, dans le cas de cette semaine de prévention en santé mentale, je veux juste vous rappeler, et là je parle à tous nos usagers en santé mentale, que vous êtes des trésors d'amour. Vous êtes des gens importants. Vous êtes des gens importants pour vos conseillers en droit, et vous êtes beaucoup plus que vous le pensez, particulièrement les gens en santé mentale, vous avez souvent la tendance à penser que vous n'êtes pas important pour les autres, vous êtes beaucoup plus significatif que vous le pensez pour vos amis, vos parents, votre famille et les autres autour de vous. Donc, ne négligez pas vos contacts parce que souvent, elles vous maintiennent en bonne santé et en vie. Ensuite, je veux vous rappeler aussi que malheureusement, je dois vous dire que pour vous entendre à l'année sur les raisons pour lesquelles vous me donnez pour mettre fin à vos jours, il y a très, très peu de raisons. Évidemment, je vous donne beaucoup de compassion, beaucoup de tendresse dans ma façon de vous entendre, mais il y a très peu de raisons que vous m'avez fournies au cours de cette année où je me suis dit, oh wow, c'est vrai, hein, là, la personne est rendue à la fin de sa vie parce qu'elle a tellement de problèmes, c'est tellement insurmontable qu'il ne reste que la mort devant elle. En fait, cette année, l'année qui vient de passer, y compris les clients qui ont pris des procédures extrêmes, là, puis il y a eu des morts d'enfants au bout de la ligne, puis des tentatives de suicide ratées et autres. Malheureusement, je dois vous dire que il n'y a personne qui m'a fourni cette année, et j'en ai entendu des confidences et j'en entends tout le temps. Parce que quand vous êtes en garde fermée, je m'en vais à l'hôpital, il n'y a personne qui, dans leurs confidences, m'ont fourni des motifs assez graves pour que j'arrive à en conclure en tant que citoyen, en tant que père, PAIR, personne qui a une problématique de santé mentale qui en écoute une autre. Il n'y a rien que j'ai entendu cette année qui me faisait vous donner raison dans mon cœur là, de dire « Ah, elle a bien fait d'essayer de se suicider, là, c'était inacceptable, ça valait la peine de mourir pour ça. » Malheureusement pas. Ça vaut jamais la peine de mourir pour ça. Il y a mourir pour des idées, mourir pour des situations qui sont transitoires, ça vaut pas la peine. Ce qui vaut la peine, c'est de vivre et de vaincre, de se mettre sur pied et de se remettre à marcher. Ah, vous avez beau, M. Castonguay, nous dire ça, là, hein, vous, vos affaires vont bien, vous êtes en rétablissement, vous avez un job intéressant, c'est valorisant de faire ça. Vous avez bien raison. Moi, j'étais en dépression comme vous. Moi, j'étais malade comme un chien comme vous. Et je m'en suis sorti, même si je croyais que j'étais pour en mourir. Et je vous avoue qu'il m'arrive dans un mois des épisodes, des fois, où j'ai l'impression que je vais mourir de peine. Moi, par exemple, je m'ennuie beaucoup de mes enfants et tout ça. Je m'ennuie de mes enfants comme un mal de dents. Et suite à mes problèmes de santé mentale, mes enfants sont sortis de ma vie. Alors écoutez, là, c'est mes grands amours, mes deux grands amours. Mon fils, le gars que j'aime le plus au monde, sur toute la terre. Ma fille, la fille que j'aime le plus au monde sur toute la terre. Hein, c'est incommensurable l'amour qu'on a pour nos enfants. S'il y avait une situation d'urgence, comme sur le Titanic, où j'avais à choisir entre ma vie et la vie de mes enfants, je choisirais, à ce moment-là, de sauver la vie de mes enfants avant la mienne. Ça, c'est ça, être parent. On aime même nos enfants beaucoup plus, parce qu'on sait que c'est l'avenir. On veut que nos enfants nous survivent, que nos enfants aient une vraie vie. Mais même à ça, même si je m'ennuie de mes enfants comme un mal dedans, eh bien, ça ne justifierait pas pour moi le fait d'essayer de mettre fin à mes jours. Alors, si moi, entre père et PAIR, je vous dis que c'est difficile, qu'on vit des situations de souffrance incommensurables, vous n'avez pas idée comment je souffre. Personnellement, de l'absence de mes enfants. Je ne peux pas avoir idée de la profondeur de ma souffrance. Des hurlements étouffés que j'ai de temps en temps dans un mois, dans mon oreiller, pour ne pas ameuter les voisins. Et c'est ma problématique de santé mentale qui fait que je suis comme ça. Mon médecin le sait, mon psychologue le sait, puis les gens m'aident. Mais ça vaut quand même la peine de vivre, même si je suis très souffrant. Et j'aide beaucoup de personnes en restant debout, puis en tant que conseiller en droit, en aidant les autres. Donc, si moi je le fais dans ma petite mesure, vous autres aussi, vous pouvez arriver à vous en sortir. Et je vous jure que si vous ne passez pas à l'acte,
si vous vous prenez en main en ayant voir des ressources qui vont vous permettre de vous remonter votre morale, de diminuer l'angoisse existentielle que vous avez et de diminuer la souffrance intérieure que vous avez, eh bien, vous allez trouver une belle fenêtre d'opportunité qui va s'ouvrir. Vous savez, je vais voir souvent des gens dans des ressources de suicide, des gens qui sont pas en garde dans l'établissement, dans un centre hospitalier, mais qui sont allés coucher dans des ressources de prévention du suicide parce qu'elles seraient en danger pour elles-mêmes si elles étaient dans leur propre milieu, parce que là, ils seraient trop encore à la merci de leurs propres idées et leurs idéations suicidaires. Donc, je vais vous voir des fois dans des ressources alternatives comme ça, et vous me parlez de vos troubles. Écoutez, la plupart du temps, moi, en tant que conseiller en droit, je vous aide à vous sortir de vos troubles. Et c'est le travailleur social qui est avec moi, qui m'accompagne à ce moment-là, qui vous aide aussi, et c'est une infirmière, et c'est un médecin, et c'est ci, et c'est ça. Et la plupart du temps où vous m'avez confié une problématique, on a amélioré votre qualité de vie au point que vous n'étiez plus souffrant. Vous aviez une souffrance. Hein? Si je demandais à l'homme et la femme de la rue qui sont heureux de me dire combien ils sont heureux sur 10, les gens vont me dire en moyenne 7, 8 sur 10. Parce que 10 sur 10, ça n'existe pas, ça. Les petits martiens sur la planète Mars. Parce que toujours, vivre, c'est difficile. Savoir qu'on va mourir un jour, c'est grandement injuste. Et c'est très difficile. La condition de vie sur Terre, notre condition existentielle sur Terre, elle est faite d'un ensemble de joie, mais de souffrance aussi. Donc, je vous dirais que la personne, en moyenne, sur la rue, porte une espèce de 3 sur 10 de malheur, ce qui fait un 7 sur 10 de bien-être. Les personnes dites heureuses, entre 7 et 9 sur 10, là, on les retrouve à peu près. Les gens qui me disent que ça va bien, ils vont me dire ça. Puis ça oscille, hein, ça peut descendre certaines journées, là, 6 sur 10, puis après ça remonte à 8, ça redescend à 7. Là, suit des cycles, puis les saisons, puis on a nos petits bobos, puis on a nos maladies, puis on a nos maux de tête, puis on a notre stress, puis on a nos problèmes financiers. Fait qu'on a toujours une certaine dose de malheur. Alors, si vous pensez que sur Terre, un jour, vous allez atteindre le bonheur à 100%, n'existe pas. Même les millionnaires ne sont pas, l'argent ne change rien à la chose, ça fait partie de l'existence humaine et de la lourdeur de l'existence humaine, de vivre une certaine forme de mécontentement, de frustration, de difficulté existentielle, de souffrance existentielle que l'on traîne, qui vient de notre passé, de notre histoire, de nos interactions avec les autres, de nous-mêmes, de notre biochimie, de notre état de santé, etc. Mais à toutes les fois que je vous ai vu en garde en établissement, et après que je vous ai vu à l'extérieur, lorsqu'on vous a référé à des ressources efficaces, la plupart des gens sont montés de 2 sur 10 de bonheur à 6, 7, 7,5, 8. Ça veut dire que vous êtes redevenu fonctionnel et heureux sur Terre. Ça va bien, ce train va loin, comme on dit dans l'expression québécoise. Croyez-moi, il y a possibilité en santé mentale de diminuer vos souffrances. Je suis souffrant, je pourrais vous dire que je suis très souffrant de ne pas voir mes enfants, mais j'arrive à fonctionner, et quand j'arrive à fonctionner, je ne suis pas toujours en contact avec cette souffrance-là. C'est-à-dire qu'il y a des journées que je suis 7, 8 sur 10, même si je ne vois pas mes enfants depuis 6 ans. Même si je suis complètement seul à Noël, au jour de l'an, à Pâques, à ma fête, à leur fête, etc. Donc, force est de reconnaître que même si j'aime mes enfants et que j'en fais un absolu et que je me dis « Ah, je suis pas capable de vivre sans mes enfants », c'est strictement faux, ça, puisque je fonctionne quand même si j'ai pas l'objet de mon bonheur dans ma vie. Croyez-moi, vous aussi, vous avez des malheurs. Et vos malheurs sont peut-être plus importants que les miens. Moi, j'ai des clients qui ont perdu leur femme, leurs enfants. Ils sont seuls au monde et ils souffrent énormément. Mais même ces clients-là, quand ils sont aidés, eh bien, ils arrivent à retrouver un confort. Il y en a même qui rebâtissent leur vie, refont leur vie et retrouvent le bonheur et un sens à leur vie. Alors, ne prenez pas de décisions qui sont irrémédiables et qui sont des décisions sur lesquelles on ne peut plus revenir. Alors, c'était Pierre Castonguay qui vous a parlé dans le cadre de la semaine de prévention du suicide, des interventions des conseillers en droit, en défense des droits en santé mentale,
Et je vous souhaite à tous et à toutes, en cette semaine de prévention du suicide, de rencontrer des personnes qui sont significatives et de faire affaire avec des gens qui sont capables de vous aider. Je vais laisser défiler à la fin de cette vidéo-là quelques numéros de téléphone en prévention du suicide, quelques organismes, quelques petites images là, qui un peu peuvent résumer ce que je vous ai dit au niveau des statistiques du suicide aussi. Et je souhaite que vous nous téléphoniez à ce moment-là et que vous preniez des rendez-vous avec nous si vous avez des difficultés. Moi, je vais vous donner celui que j'ai à l'endroit d'avant, 450-668-1058. Vous pouvez parler à ma secrétaire, dire je veux rencontrer M. Castonguay. Alors, j'ai vu cette vidéo-là, puis je pense que j'aurais besoin de conseils en droit suite à ma situation là, existentielle, parce que là, vous n'avez pas besoin de vous expliquer à ma secrétaire, prenez un rendez-vous à ce moment-là. Ça, c'est pour l'endroit de Laval, mais il y a plein de numéros que je vais vous donner pour Montréal, en matière de prévention du suicide. S'il vous plaît, ne restez pas isolés dans votre souffrance. On peut survivre à notre souffrance intense en santé mentale et s'en sortir. J'espère que vous allez vous en sortir. De tout mon cœur, de toutes mes forces, je souhaite que vous allez prendre les bonnes décisions pour ne pas passer à des actes. On ne solutionne pas une situation qui est transitoire, qui arrive à un moment donné dans le temps. Il y a un moment donné dans le temps où on veut chanter comme la chanteuse nous dit, « Ma vie, c'est de la merde ». Alors, si votre vie est une merde en ce moment, dites-vous que c'est une situation qui est un transitoire. Et en prenant une décision définitive comme mourir à une situation qui est seulement transitoire, c'est une grave erreur que vous faites, qui va avoir des répercussions sur plein de gens sur lesquels vous ne savez pas que ça a de la répercussion. Tout comme moi, ma cousine, Nicole, ne savait pas qu'à partir du moment où elle se suiciderait, je continuerais à souffrir son suicide des années et des années et des années après cette disparition. Donc, si vous saviez comment vous comptez beaucoup plus que vous le pensez pour des gens qui sont autour de vous, et il y a beaucoup de gens dans la vie qui n'ont pas le tour de vous exprimer correctement qu'elles tiennent à vous. Alors moi, je vous le dis, ne prenez jamais de décisions définitives qui sont irréversibles pour des situations qui ne sont que des transits dans votre vie. Ce sont des situations transitoires. Ce sont des situations passagères. On ne prend pas de décisions incommensurablement définitives et tragiques pour des situations qui sont passagères. Même si on se sent complètement submergé par la situation, il y a des ressources au Québec. Je veux juste vous dire une dernière chose, parce que ça me fait sourire, et je vais vous le dire en souriant, et je vous fais un clin d'œil là-dessus. Savez-vous qu'à Laval, on a un taux de suicide moins élevé qu'ailleurs? Pourquoi? Ben, j'aurais le goût de vous dire, oh, c'est parce que moi je suis là à Laval. Non, non, non. C'est parce qu'à Laval, on est un ensemble d'intervenants, et tout le monde se parle, collabore ensemble, et finalement, on finit par vous rejoindre plus facilement, en chacun de notre côté, faisant des choses, puis en s'alliant. On a un plan en santé mentale qui s'appelle l'Alliance, et tous les organismes essaient de collaborer les uns avec les autres, mais ça fonctionne. On a un petit peu moins de suicides à Laval que dans certaines autres régions du Québec. Wow! Félicitations Laval! Et on continue les gens, on ne lâche pas. La vie vaut la peine d'être vécue, même si, lorsque vous m'entendez vous dire ça actuellement, vous avez l'impression que je vous mens et hontément. Malheureusement, je vous mens pas. C'est la vérité. La vie vaut la peine d'être vécue, même avec une dose de souffrance. Salut. Oh, mes yeux ce matin, grands comme des rivières au long de mes yeux, prêts à tout refléter, et cette fraîcheur sous mes paupières extraordinaire. Tout alentour des images que je vois, comme un ruisseau rafraîchit l'île, et comme un long flux entoure la baigneuse ensoleillée.